Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous vous accueillons sur la chaîne Les Rabilleurs YouTube pour vous présenter une nouvelle vidéo de notre série Heads Up. Alors, cette série Heads Up, elle permet de mettre en avant des personnages, des personnalités de l'horlogerie qui nous intéressent profondément parce qu'elles ont aussi quelque chose de sympathique à raconter. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Cyril Turban qui travaille chez Grand Seiko en France pour passer un moment à vous expliquer qu'est-ce que la marque Grand Seiko, qu'est-ce que la marque Grand Seiko au niveau du design et plus particulièrement très récemment avec la présentation de Evolution 9 ou Evolution 9, je ne sais pas comment on dit, en français, anglais. Oui, on va franciser. On va franciser, Evolution 9, pour ensuite aller sur concrètement les nouveautés de cette année et vous les présenter plus en détail avec la parole de l'expert. Alors, pour vous dire deux mots sur Cyril, parce qu'on se connaît déjà depuis quelques années, quand on allait faire des shootings photos, vidéos ou tout simplement pour des présentations produits sur la boutique Grand Seiko de la place Vendôme, il y a toujours Cyril qui traînait dans un coin de la boutique. On en avait beaucoup besoin parce que c'est un expert de la marque, il connaît vraiment tout. Et donc en fait, quand on voulait avoir une information sur un mouvement, sur une montre, sur un développement, il était là pour nous expliquer en détail les choses. Donc un peu un mix entre un horloger et un vendeur. Un horloger-vendeur, on peut dire. Un horloger-vendeur. Et voilà, je sais pas, tu peux peut-être te présenter Avec aussi. plaisir. Donc effectivement, horloger-vendeur. L'horlogerie, c'est pas mes toutes premières études. J'ai découvert ça sur le tard, en tout cas sur le point de vue des études. Effectivement, c'est une passion que j'ai depuis longtemps. Mon premier emploi, ça a été chez Cartier à l'époque, en tant qu'horloger boutique. Une expérience que j'aime beaucoup, c'est une marque que j'aime beaucoup également. J'ai été horloger également chez Omega par la suite, en boutique. Là, cette fois-ci, première fois au contact du client. J'ai fait un petit hiatus de 2 ans pour rejoindre des amis qui avaient une aventure un peu à côté dans la restauration. Et puis j'ai rejoint Grand Seiko finalement pour l'ouverture de la boutique Grand Seiko Place Vendôme. Donc techniquement en 2020, signé début mars 2020. Et puis évidemment avec les conditions qu'on sait, ça a pris un peu de retard. On a ouvert la boutique le 5 juin 2020. Effectivement, j'ai été recruté en tant qu'horloger et vendeur pour la maison. Et voilà, pour une maison que, pour être honnête, à l'époque, je connaissais assez peu. Les formations, donc, nous les avions eues. On découvrait le produit quasiment au moment où on découvrait nos premiers clients. Et j'avoue que le challenge était vraiment intéressant. Magnifique. Et du coup, je dirais qu'aujourd'hui, par rapport au moment où je te connaissais, quand je t'ai rencontré il y a quelques années, il y a 2 ans en fait, lors de l'ouverture de la boutique, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tes positions ont un peu changé? Alors effectivement, ma position a un peu changé. Alors j'ai été horloger, donc vendeur pour la boutique pendant à peu près 1 an. Et puis la marque évoluant, et puis la marque nécessitant, en tout cas d'un point de vue technique et puis d'un point de vue historique, parce que c'est une maison qui a quand même 140 ans d'histoire si on compte son intégralité, 60 ans si on compte que Grand Seiko, on y reviendra. Mais c'est une maison qui a besoin de beaucoup d'histoire. Et puis, c'est une maison qui est techniquement intéressante et pour ces raisons, de la même manière que moi j'avais eu besoin de formation à l'origine, nos partenaires commerciaux ont besoin de formation également. Donc aujourd'hui, j'officie en tant que formateur pour Grand Seiko et également en présence sur les événements, les divers événements qu'on peut organiser afin de faire connaître la maison, ses produits, sa philosophie et voilà. Ça, j'en ai bien besoin parce que pour ceux qui connaissent ici Grand Seiko, par rapport à d'autres marques, il y a beaucoup plus de détails dans la poésie japonaise. Donc vous êtes quand même les grands spécialistes, la lune qui se reflète dans les aiguilles du bouleau, de la neige et du renard du Japon. C'est pour caricaturer, mais en gros il y a toujours quelque chose de très très fort poétiquement parlant chez Grand Seiko. Donc il y a aussi besoin de beaucoup d'expertise pour expliquer la marque de la meilleure manière possible, parce que quand même, tu l'expliques à des gens qui vont après la donner aussi à des clients, potentiellement des prospects, etc. Donc il faut qu'il soit parfait. Tout à fait. Et puis je pense que on en discutait il y a quelques minutes ensemble, mais je pense que la maison en plus a besoin de ce relais véritablement, que ça passe par différents médias, mais de faire connaître en fait son artisanat, parce que c'est véritablement une maison d'artisanat dont on parle, et c'est quelque chose qui est malheureusement trop peu connu encore aujourd'hui. Alors la marque se développe très bien, mais pour diverses raisons, elle est malheureusement trop peu connue en Europe,
dans le reste du monde, et c'est vraiment notre mission en fait de faire comprendre que voilà, il y a cet artisanat derrière, il y a ces mouvements qui sont techniquement vraiment très intéressants, et puis comme tu le rappelles, la poésie pour laquelle on est connu, hein, ces cadrans texturés qui sont un peu l'apanage de Grand Seiko, et pour lequel on est effectivement célèbre aujourd'hui, entre autres. Alors du coup, est-ce que tu peux peut-être nous parler, donc avec tes mots, de l'histoire de Grand Seiko? Alors évidemment, on sait que c'est lié un peu à Seiko par le passé, enfin un peu, beaucoup, totalement, oui, même j'ai envie de dire. Et on sait que voilà, il y avait peut-être une sorte de bataille entre deux branches de chez Seiko qui a donné cette naissance dans les années 60 à Grand Seiko. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus avec ton œil, tes mots, s'il te plaît? Alors, Seiko est fondé à l'origine par Kintaro Hattori, donc à la fin du 19e siècle. La fin du 19e siècle, c'est également dans la seconde moitié du 19e siècle, la fin de l'ère Edo, le début de l'ère Meiji au Japon, et avec ça, notamment en 1873, on passe d'un calendrier qui était basé énormément sur les lunaisons à un calendrier géorgien solaire. Ça a l'air de rien, mais ça joue beaucoup en fait sur du point de vue de l'horlogerie. Et puis dans le même temps, on est passé de les heures qui elles-mêmes étaient variables en fait. La durée des heures était variable selon les saisons, ce qui quelque part était relativement logique quand on y réfléchit, à un système d'heures qui était d'heures fixes, qui était le système d'heures qu'on utilisait dans le reste du monde occidental. Forcément, à ce moment-là, quelque part, on a eu un besoin d'horloges, de nouvelles horloges. Et évidemment, Kintaro Hattori, qui s'était pris très très jeune de passion pour l'horlogerie et pour le fait d'avoir son propre atelier d'artisanat, lance son premier atelier en 1881, donc à Tokyo. Et alors il ne s'appelle pas encore Seiko à cette origine, à l'époque il importe surtout des mouvements, il les répare, il les vend, il y a de la réparation de la vente dans son atelier. Il faut attendre 1892 pour qu'il fonde en réalité sa première manufacture, Seiko-sha, toujours à Tokyo, et elle va être dédiée finalement à fabriquer désormais domestiquement des mouvements horlogers. La première pièce qui va sortir l'une des premières en tout cas qui va sortir de nos ateliers, ça va être la Timekeeper, une montre à gousset, donc une très jolie pièce, hein, une montre totalement dans son époque, mais déjà un nom occidental. L'idée c'est déjà dans l'esprit de Kintaro Hattori, cette vision de l'Occident, cette vision de l'internationalisation, de la globalisation de sa production. On est à l'origine de quelques inventions intéressantes. On est la toute première montre, la bracelet japonaise, apparaît en 1913, la Laurel. Ça aussi, c'est une petite révolution. Je dis japonaise parce qu'évidemment, on connaît un peu l'histoire des montres bracelets. Mais la première à être réalisée uniquement au Japon, donc c'est par Seiko à l'époque. Et puis, voilà, l'entreprise connaît une belle prospérité. Il y a divers événements qui font qu'elle gagne vraiment le respect de la société japonaise. Et puis arrive la guerre, et à l'orée de la guerre, nos créateurs ont le pressentiment que la manufacture risque d'être détruite, à nouveau, parce qu'elle avait déjà été détruite une dizaine d'années plus tôt par un tremblement de terre particulièrement important. Et pour cette raison, ils décident de déplacer la manufacture, en tout cas les moyens humains et les machines, à l'ouest d'ici, dans les Alpes japonaises, donc dans la préfecture de Nagano, où on disposait déjà d'un partenaire qui était prêt à nous accueillir. Ça nous permet d'éviter un peu la guerre, la manufacture est détruite, on la reconstruit après la guerre, et après la guerre, donc, on est capable de redéménager finalement, de reprendre possession de nos locaux à Tokyo. Une partie de la production reste cependant dans les Alpes japonaises, donc dans la région de Suwa, et ça c'est le début vraiment d'une bicéphalité dans l'entreprise, hein, comme tu le notais, et qui a été exploitée par la suite pour tirer le meilleur parti finalement de notre manufacture. Ok, qu'est-ce qu'on avait à Suwa et qu'est-ce qu'on avait à Tokyo en fait? Alors en réalité, on avait deux manufactures qui géraient à peu près on va dire les mêmes types de production. Ça a fonctionné quelques années. Je parle du retour à Tokyo, c'est fin des années 40, hein, vers 48. Et en fait, très rapidement, on se rend compte qu'on n'a pas encore régalé la qualité qui était la nôtre avant la guerre. Et assez rapidement vient dans l'esprit de nos créateurs quelque chose d'assez intelligent dans l'idée de... Leur idée, c'est vraiment d'aller chatouiller les Suisses sur leur marché, évidemment. Si on prend la fin de la guerre, le Japon est défait. Pour eux, c'est une énorme défaite. Et évidemment, ils ne peuvent pas se refaire militairement. Donc, ça va passer par plusieurs domaines, hein, l'industrie, l'électronique, l'hi-fi, toutes ces choses qu'on connaît très bien du Japon, mais ça passe également par l'horlogerie. Et pour nos manufactures, l'idée brillante qui est prise au début des années 50, ça va être quelque part de donner un cahier des charges commun à ces deux manufactures, créer la meilleure montre possible, donc la plus précise, la plus lisible, la plus belle, la plus pratique, mais de leur laisser quelque part carte blanche à toutes les deux.
Va s'en suivre une sorte sans aller jusqu'à une guerre, une sorte de compétition, mais tout à fait saine en fait entre les deux maisons, où chacun va un peu proposer sa vision de la meilleure pièce, et on va voir apparaître des pièces qui sont tout à fait crédibles sur le marché horloger, telles que la Marvel, la Lord Marvel, la Crown, la Unique, la Super. Toujours des noms qui, une fois de plus, parlent à l'Occident. Hein. L'idée, c'est que voilà, même dans l'Occident, on entende un peu, hein, on soit capable de comprendre ce qui est en train de se tramer, quand bien même la production demeure pour un marché domestique japonais. Et puis le parachèvement finalement de cette petite compétition, c'est la Grand Seiko qui sort en 1960, qui bénéficie un peu de toutes les autres pièces qui sont sorties avant. Elle bénéficie de cet apport qui a été fait. Et voilà, en 1960, la toute première Grand Seiko, donc c'est uniquement un modèle, donc qui va sortir dans plusieurs variations, mais apparaît donc en 1960, la réponse de l'autre manufacture, ça sera la King Seiko. La Grand Seiko apparaît, elle, à Suwa, donc dans les Alpes japonaises. La King Seiko sera la pièce qui apparaîtra chez Daini Seikosha, la manufacture Tokyo en l'occurrence. D'accord, magnifique. Et alors, si vous connaissez un peu les pièces Grand Seiko depuis les années 60 jusqu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des particularités de design, des caractéristiques fortes qu'on retrouve sur les aiguilles, sur les boîtiers, sur les index, au niveau des finitions, au niveau des jeux de lumière, des textures. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes spécialiste aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette identité superbement forte en fait à Seiko et ensuite surtout Grand Seiko et sur cette grammaire du design comme on dit, quelle a été la naissance, l'origine de ces points de design et en fait comment ça se développe jusqu'à aujourd'hui en fait. Oui, bien sûr. Alors en réalité, comme j'expliquais, en 1960 on sort la toute première Grand Seiko, c'est une pièce qui est très belle, hein, qui porte déjà beaucoup des codes qui vont être ceux de Grand Seiko, notamment les index facettés, les aiguilles dauphines elles-mêmes facettées, la typographie était déjà celle qu'on connaît aujourd'hui, on a déjà le lion qui est l'emblème de Grand Seiko sur le fond de boîte. Ça, c'est un très joli modèle, il est produit pendant à peu près 4 ans, on a une version Cap Gold, on a une version platine, avec des cadrans différents également, on a des cadrans dont le logo est appliqué, creusé, gravé, appliqué, peint. Donc on a plusieurs types de logos différents, plusieurs variations de cette pièce. Mais c'est une très jolie pièce, malgré tout, on n'en est pas à chatouiller quelque part autant la Suisse qu'on souhaiterait, et on a la chance, nous, d'avoir notre propre department store, sur Ginza, hein, c'est aujourd'hui une sorte de landmark de Ginza. C'est un point important, qui est la Clock Tower de Wako, donc cet immense grand magasin avec l'horloge qui a été édifiée par Seiko. C'est notre bâtiment depuis plus d'un siècle désormais. Et donc en bas, on a ce magasin qui est dédié multimarque à l'horlogerie. Et nous, à l'époque, déjà, on a la chance d'avoir dans nos rangs un département design, sauf qu'il n'était pas si courant à l'époque. Hein. Souvent, on faisait appel à un cabinet de design extérieur. Nous, on avait la chance d'avoir ça en interne. Malgré tout, leur œuvre était quand même limitée pour la plupart au cadran à cette époque-là. Et arrive Taro Tanaka, donc, qui est un nom très important dans l'histoire de Seiko et qui réalise, pour faire un peu court, mais que finalement, nos pièces, en fait, les clients en rentrant chez Wako ont tendance à aller se diriger vers des pièces suisses, là où finalement on est quand même au Japon, on est quand même fiers de nos produits, et ils commencent à s'interroger sur pourquoi finalement nos montres appellent moins que les montres suisses. Très tôt, il commence à mettre sur pied dans sa tête tout un corps de règles qui, selon lui, devrait mener à la montre parfaite, la montre la plus belle. Et quand il dit la montre la plus belle, il dit que elle devrait briller par leur qualité. Quand il dit briller, c'est vraiment briller de manière figurative, mais aussi tout à fait briller. Ça, c'est les prémices de ce qu'on va appeler la grammaire du design, qui ne s'est pas faite en une fois, mais qui va avancer à s'adapter au cours des années 60. Et ça va être pour la théorie. Pour le côté pratique, il a besoin de quelque chose d'autre qui est encore l'un des points cruciaux de la maison aujourd'hui, qui est le polissage Aratsu. Le polissage Aratsu, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé à l'origine, hein. Ce sont des machines qu'on a importées de Suisse, les machines Salaz, de Suisse-Allemagne, qui en japonais était imprononçable, donc c'est devenu Zalatsu. Et c'est ni plus ni moins qu'un lapidaire, hein, véritablement. L'idée, c'est vraiment qu'on va vouloir, pour cette grammaire du design, tailler nos montres de la même manière qu'on pourrait tailler un diamant. Si on taille un diamant, c'est vraiment pour le faire refléter la lumière au mieux. Si on taille une montre, nous, ça va vraiment être pour refléter également la lumière au mieux. Ça va passer par un cadran plat, des index qui vont être facettés, hein, de manière à toujours pouvoir attraper la lumière. Pareil pour les aiguilles, pour une meilleure lisibilité. On va avoir un boîtier qui va être
certes arrondi sur sa courbe, donc véritablement pas des cornes appliquées, mais des cornes qui sont vraiment intégrées dans la pièce, mais des surfaces planes les plus larges possibles et les plus plates possibles, avec des angles vraiment vifs, et une lunette et un boîtier qui plonge également, pour paraître le plus fin possible. Pour cette théorie, il a besoin, donc, comme je le disais, de la grammaire du polissage Zaratsu. Et ce polissage Zaratsu, ce lapidaire, c'est finalement polir sur une surface plane, c'est finalement la seule manière d'obtenir une surface plane sur la montre en réalité. Là où voilà, le polissage traditionnel implique un outil qui lui est cylindrique, avec des mouvements qui seront toujours une déclinaison de cylindrique, on n'obtiendra jamais finalement cette surface plane qu'espère tant Taro Tanaka. Il passe nécessairement par ce polissage Zaratsu. Le polissage Zaratsu, on s'en sert pour la première fois en 64 avec la 57GS, mais c'est pas encore le mariage entre la grammaire du design, tous ces codes en réalité, et le polissage en lui-même. Il faudra attendre 67 et une pièce particulièrement importante pour Grand Seiko, en tout cas pour Seiko à l'époque, la 44GS. La 44GS, donc c'est une pièce qui sort en 1967, qui est une création de Daini Seikosha. Il se trouve que c'est la toute première Grand Seiko qui est réalisée par l'autre manufacture, donc ça témoigne aussi de l'importance prise par la collection dans le catalogue Seiko. Et c'est la toute première à vraiment appliquer la grammaire du design dans son ensemble et le polissage Zaratsu. Et c'est vraiment elle qui va initier ce qu'on va appeler par la suite donc le style Grand Seiko, qui est encore celui qu'on utilise aujourd'hui pour bon nombre de nos pièces. Et la même année, on va également sortir la 62GS, qui sera la toute première Grand Seiko automatique, avec une couronne à 4 heures, juste pour rappeler que voilà, on n'avait plus besoin de la couronne puisqu'elle est automatique. Ça, c'est deux pièces qui sont vraiment emblématiques, mais la 44GS est une pièce qui continue de nous inspirer. Et donc, bon, pour faire court, ça, la collection Grand Seiko dure quelques années encore. En 69, Seiko sort la toute première montre à quartz commercialisable, hein, la Astron, la 35SQ. Et très rapidement, en fait, le quartz devient le nouveau luxe. Nous, la plupart de nos horlogers sont finalement employés à réaliser des montres à quartz qui sont la plus grande demande en réalité du public à cette époque. Et au milieu des années 70, on va dire, on décide de mettre en pause quelque part la collection Grand Seiko, puisque celle-ci était dédiée en réalité à l'origine à faire les plus belles montres mécaniques et qu'on ne souhaite pas donner ce nom Grand Seiko à des montres à quartz, bien que le quartz soit devenu un peu le nouveau luxe. Il faudra attendre 1988 pour la réintroduction de la collection, toujours collection, donc on a toujours Seiko à midi, Grand Seiko à 6 heures, et puis vraiment le renouveau qui est initié dès le début des années 90 avec cette volonté de faire de Grand Seiko le plus haut segment à nouveau de la maison. Et l'introduction de 3 calibres dédiés, donc un calibre à quartz 9F, un calibre mécanique 9S quelques années après, et en 2004 l'arrivée du Spring Drive, donc notre technologie unique qui a été développée depuis plus de 25 ans par la maison, qui arrive en 2004 chez Grand Seiko. Voilà. Ok, magnifique. Voilà, ce que je disais, c'est que d'un côté, donc, on a la grammaire du design qui a évolué, qui n'était pas forcément au début très mise au point, mais qui après s'est solidifiée avec la 44GS et la 62GS, la première montre automatique, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. C'est ce que tu disais. La première GS automatique. La première GS automatique. Et en plus de ça, en plus de cette grammaire de design, en plus de ce travail sur les boîtiers, les index, les aiguilles, on a évidemment toute une famille de mouvements qui est ultra importante, même primordiale chez Grand Seiko aujourd'hui, avec quartz, mouvement mécanique et aussi un mouvement, le Spring Drive, c'est un mouvement hybride en vérité. Oui, alors on évite, nous, on va dire en communication interne, de parler d'hybride parce que, effectivement, techniquement et littéralement, c'est un hybride. Hein. L'idée de base de notre ingénieur, Yoshikazu Akahane, dans les années 70, c'est un ingénieur qui travaillait déjà sur le montre à quartz, qui travaillait sur les batteries, sur beaucoup de nouveautés pour le quartz, qui était naissant à l'époque. Et fort en fait de cette expertise, fort également de l'expertise mécanique de Seiko, ce qu'il a souhaité faire, c'est vraiment apporter le meilleur des deux technologies et pallier leurs défauts respectifs. Il voyait dans la montre mécanique quelque part une montre qui avait beaucoup de couples, hein, le ressort moteur, le train de rouage, donc on a beaucoup de couples dans une montre mécanique, on peut bouger des aiguilles imposantes. De la même manière, on n'a pas besoin d'ouvrir la montre, hein, elle se remonte soit toute seule, hein, automatique, soit à la main. Par contre, la précision est laisse quand même à désirer quand on la compare, par exemple, au quartz, qui a quelques années à l'époque et qui est bien au-delà. Hein. La toute première, la 35SQ, on est déjà capable de plusieurs secondes par mois de variation, bien en deçà des 20 secondes qui sont à peu près la moyenne pour une montre mécanique. Beaucoup de précision, mais très peu de couple.
La montre à quartz, et on y pense, hein, quand on pense aux petites pendulettes à quartz, il y a toujours des aiguilles assez fines, assez légères, parce que précisément c'est compliqué de faire se mouvoir des aiguilles plus imposantes pour une montre qui a peu d'énergie malgré tout. Et donc son idée, ça va vraiment être de marier le meilleur des deux, quelque part. L'énergie mécanique est quasi perpétuelle, en tout cas cette non-nécessité d'ouvrir la montre pour changer la pile. Cette énergie a une régulation qui, elle, va être électromagnétique, grâce à ce petit cristal de quartz dont on a un peu la primeur depuis 1969 sur l'horlogerie miniature, on va dire. Et donc ça, c'est une idée brillante, hein, elle est géniale. Ça va prendre quelques années, hein, puisque le premier prototype est présenté à Bâle en 98. Il sort l'année suivante en édition limitée sur des lignes Seiko et Credor, mais vraiment très limité, on est en dessous de 2000 exemplaires. Et Grand Seiko souhaite vraiment faire quelque chose donner plus à ce Spring Drive, justement, utiliser au mieux cette technologie. Il faut attendre encore 5 ans, jusqu'en 2004, pour que ce mouvement il soit automatique, qu'il ait 72 heures de réserve de marche et qu'il soit non limité. Donc ça, c'est vraiment effectivement notre technologie phare. Si aujourd'hui on ne souhaite pas parler d'hybride, c'est simplement que en 2022, finalement, quand on pense hybride, on pense voiture hybride, on pense pile à hydrogène, ce genre de choses. Et c'est précisément ce que Spring Drive n'est pas. Dans Spring Drive, il y a Spring, c'est vraiment le ressort qui est à l'origine de l'énergie de cette montre. On ne souhaite pas faire entendre qu'il y a une énergie chimique, ce qui n'est pas le cas, voilà, véritablement. La montre chimique n'est pas encore née. La montre chimique n'est pas encore née, mais voilà, en tout cas la pile, elle l'est. Il y a eu divers essais, hein, dans d'autres maisons. Nous, effectivement, Spring Drive, c'est quelque chose qui fonctionne très bien d'un point de vue. C'est notre première, en tout cas, collection, c'est notre première énergie en Europe. Hein, c'est vraiment ça que nos amateurs viennent chercher en priorité, hein, vraiment. Suivi par le high beat, donc la haute fréquence, qui est également, et on y reviendra, mais c'est vraiment nos deux technologies phares aujourd'hui. Il faut savoir que Seiko est capable de faire du high beat depuis 68. Hein. Le Grand Seiko, leur première, c'est 1968 avec la 45 GS et la 61 GS qui, là encore, reprennent en fait les codes de la 44 GS. Donc on a toujours cette boîte très particulière et ce style Grand Seiko déjà à l'origine. Magnifique. Ce qui nous amène à un autre point, parce qu'on parle aussi de l'actualité évidemment. Donc on a parlé de la grammaire du design chez Seiko Grand Seiko, pour en fait arriver aujourd'hui à une notion qui vient d'être introduite, qui est en fait la notion même, et même une nouvelle collection qui s'appelle Evolution 9 ou Evolution 9, enfin vous faites comme vous voulez, ou en japonais, je ne sais pas si c'est... Non, je ne m'y risquerai pas. On est très triste que tu ne le dises pas. Et donc, qu'est-ce qu'Evolution 9 quels sont les nouveaux points de design? J'imagine quand même que la grammaire du design est encore totalement imprégnée à l'intérieur de ces nouveaux termes. Mais qu'est-ce que ça représente et comment surtout ça se manifeste au sein des nouveautés que vous avez présentées au salon Watches and Wonders? D'ailleurs, je crois que c'était la première fois que vous y étiez aussi en tant que Grand Seiko, ce qui est plutôt beau comme parcours. Et donc voilà, c'est la fin de ma question. Écoute, oui, alors pour te répondre, effectivement, c'est la première fois qu'on était à Watches and Wonders, on va dire tout seul. Il faut savoir que Grand Seiko est resté une collection Seiko assez tard. Et c'est depuis 2017 véritablement que cette collection s'est affranchie de la marque, donc ça fait 5 ans désormais. Et c'est la toute première fois qu'on avait notre propre stand à Watches and Wonders. Plutôt heureux de ce retour. La grammaire du design, effectivement, elle continue d'imprégner toutes nos créations, plus ou moins. On retrouve toujours ces index facettés, ces aiguilles dauphines, ce souci de la lisibilité qui n'est pas du tout quelque part un motto qu'on lance dans nos campagnes de communication, mais qu'on oublie un peu lorsqu'il s'agit de fabriquer la pièce. C'est vraiment quelque chose auquel on tient beaucoup. D'ailleurs, quand j'ai commencé l'horlogerie chez Grand Seiko, pour te dire, quand j'ai eu la chance de prendre ce modèle-ci, j'ai des amis horlogers qui, eux, connaissaient... qui est un modèle de la collection Élégance, pour le coup, que j'adore. Sincèrement, elle ne me quitte absolument pas. Et c'est vrai que le premier jour où j'ai retrouvé des amis horlogers, la première chose qu'ils voulaient voir, c'était vraiment les aiguilles, parce qu'eux avaient entendu parler de Grand Seiko pour ce travail si particulier des aiguilles et des index, dont la lisibilité est accrue. Pour revenir à la 44 GS, oui, ça continue le style Grand Seiko continue d'imprégner toutes nos créations. Et la 44 GS, c'est un design qu'on a remis au goût du jour dans la première moitié des années 2010, vers 2014. Il faut savoir qu'en 2014, on a gagné le prix de la petite aiguille au GPHG de l'époque. Donc voilà, on parle beaucoup de la White Birch l'an dernier. Mais on avait déjà gagné un titre à l'époque, justement pour ce 44 GS avec un mouvement high beat GMT. Et puis, effectivement, pour 60 ans de la marque, donc en 2020, 1960-2020, on souhaitait vraiment
vraiment une renaissance pour la marque. 2020, 60 ans, c'est vraiment la fin d'un cycle dans le zodiaque japonais, les 12 signes, les 5 éléments. Pour cette raison, on souhaitait vraiment relancer quelque chose, voilà, un nouveau visage, une nouvelle technologie. Donc cette année-là, on a dévoilé 2 nouvelles générations de nos 2 technologies phares, donc le Highbeat et le Spring Drive. Pour le Highbeat 36000, donc on a réussi à proposer ce qu'on appelait le mouvement 9SA5, qui est un mouvement qui est merveilleux, 80 heures de réserve de marche, donc 2 barillet, mais c'est aussi amélioré par un tout nouvel échappement, un échappement à double impulsion, avec voilà, vraiment créé tout nouveau de toutes pièces, avec un échappement qui est tangentiel, ce qui nous permet d'augmenter quelque part la réserve de marche de la pièce également, en plus du ressort moteur. Et puis quelque chose qui est techniquement voilà, plus achevé et qui en plus tout à fait esthétiquement. Je pense que c'est là également une amélioration. En tout cas, c'est plus ou moins je dirais peut-être une ouverture sur plus l'horlogerie qu'on peut connaître habituellement. Là où notre génération précédente était beaucoup plus empreinte de ce style très japonais, très brut, avec des cotes, ce qu'ils appelaient le code de Tokyo, beaucoup plus profond, un contraste très important. Là, on a un mouvement qui est beaucoup plus ouvert, une masse oscillante beaucoup plus ouverte. Voilà, c'est très organique, c'est très fluide. Donc ça va être pour le mouvement qui est réalisé par le Shizuku Ishii Watch Studio, qui est quelque part l'héritier de Dainichi Ikosha, qui est désormais dans le nord du pays. Et puis au sud, toujours dans la même région de Suwa, dans les Alpes japonaises, on a créé une nouvelle génération du Spring Drive, donc le 9R A2, 9R A5, qui là encore pousse la réserve de marche un peu plus loin. On était à 72 heures, on passe à 120 heures. Et il faut savoir que ces 2 modèles, même en améliorant quelque part la précision, même en améliorant la réserve de marche, on a réussi à réduire l'épaisseur. Ça, c'était vraiment primordial. C'était primordial parce qu'on souhaitait faire des montres qui étaient plus fines, en réduisant de 15% à peu près l'épaisseur de ces mouvements. On a été capable de proposer des designs eux-mêmes plus fins. Et c'est donc le 2e élément de ces 60 ans. La technologie, et pour le design, on a proposé un tout nouveau dessin. L'idée, c'était véritablement que oui, effectivement, le style Grand Seiko continue d'imprégner la maison depuis toujours, le style 44GS et puis un peu ses déclinaisons. Mais ce style, il est hérité des années 60 et on souhaitait peut-être apporter quelque chose de nouveau pour la nouvelle génération. Et c'est chose faite, donc avec une première pièce qui sort donc en 2020, la SLGH 002, pièce en or qui est absolument superbe, en édition limitée, justement utilisant ce calibre Highbeat 9SA5. Et donc des tout nouveaux codes du design qui sont vraiment une évolution de ce qui avait été fait jusque-là. On parle d'évolution parce qu'en réalité, on va distinguer 3 types, on va dire, d'éléments. On va avoir des éléments qu'on va continuer de garder depuis le style Grand Seiko, le cadran plat, les aiguilles facettées, les index facettés, la courbure de la boîte également, très arrondie, donc pas de corne appliquée, mais vraiment quelque chose de marié. Et on va faire évoluer certains de ces éléments-là. Certes, les index sont toujours facettés, les aiguilles toujours facettées également, mais on va les faire évoluer. Pour la lisibilité, on va doubler un peu la taille un peu des index avec une rainure centrale très marquée. On va couper également les aiguilles ont un design un peu particulier, que l'aiguille des heures qui est légèrement coupée pour vraiment la distinguer au premier coup d'œil. Et puis donc à côté de ces technologies, donc un nouveau design. Ce nouveau design, l'idée ça va vraiment être de l'adapter, d'avoir un nouveau design pour une nouvelle ère, une nouvelle génération. Là où on utilisait un peu les codes des années 1960, jusque-là en les réinterprétant, en 2020 peut-être que les goûts ont changé, peut-être qu'il est temps aussi de s'adapter un peu à ce qui se fait aujourd'hui. L'idée ça va être vraiment cette évolution, elle va passer par 3 principes directeurs. Premièrement, une évolution de la beauté. Alors c'est certes subjectif, c'est on va dire le moteur quelque part de ce projet. Effectivement, on a cherché à faire évoluer un peu ce design, à l'adapter à 2022, à 2020 en l'occurrence. Le deuxième principe, ça va être une évolution de la lisibilité. Ça va passer notamment par des index différents, des aiguilles différentes. C'est toujours très important pour Grand Seiko, la lisibilité. Et puis le 3e aspect, c'est vraiment une évolution du confort au porté. Pour moi, c'est vraiment l'un des aspects primordiaux et ça va être rendu possible, je le disais tout à l'heure, réduire la taille des mouvements, ça nous a permis de réduire la taille de nos montres, également de rabaisser le centre de gravité pour avoir des montres qui se marient beaucoup mieux au poignet et ça c'est vraiment important. Ces 3 principes directeurs, ils vont donner lieu en fait à être adaptés en, on va dire, 9 éléments de design, certains qui sont hérités du style Grand Seiko, ce cadran plat, la courbure de la boîte qui reste toujours donc avec ses cornes qui sont intégrées, et puis une belle courbure malgré des arêtes franches.
On utilise d'ailleurs toujours le polissage Aratsu, hein, ça reste un élément primordial de notre design. Deuxième chose, des éléments qui sont évolués du style Grand Seiko. Donc les index qui là étaient facettés, on va conserver ça, mais par contre ils vont être un peu plus larges. On va avoir cette rainure centrale voilà, proéminente pour attraper encore mieux la lumière. Les aiguilles également sont un peu différentes, avec une aiguille Dazer dont la pointe est coupée, pour les différencier du premier coup d'œil. Et puis des éléments qui sont nouveaux, donc comme je disais, affiner la boîte, hein, ça c'est vraiment important. On voit que les nouvelles créations sont plus fines qu'on va dire les équivalents de notre collection précédente. Et puis un bracelet qui va être un peu différent également. Toute la montre a été redessinée de zéro. Il y a vraiment 0 pièces qui sont issues de précédents dessins. Ce bracelet va être un peu plus large. On est sur notamment voilà, des pièces telles que la White Birch qui est sortie l'an dernier, sur un bracelet qui fait 22 mm à l'entrecorne, mais qui est également conçu pour être un peu affiné, avoir un centre de gravité qui est quand même réduit. L'idée, c'est véritablement que la montre, une fois au poignet, elle n'ait jamais de déséquilibre, qu'elle soit vraiment mariée au poignet. Et ça, voilà, chacun se fera son idée, mais force est de constater que, à mon sens, ça s'est véritablement réussi, et notamment donc, grâce à cette nouvelle technologie. Donc ça, c'est pour le design, hein, c'est pour le style. Ça, c'est un style qu'on a commencé à intégrer en 2020. Et puis l'an dernier, on a sorti donc, cette White Birch, hein, qui est un peu le nouveau visage de la maison, avec ce cadran très texturé qui rappelle, donc, tu le faisais remarquer un peu, toujours ces cadrans poétiques chez Grand Seiko. Celui-ci est inspiré non pas par la neige, comme ça a été le cas de la Snowflake, hein, qui était notre best-seller depuis le milieu des années 2000, mais par les forêts de bouleaux qui entourent le studio. C'est un cadran qui est absolument superbe, qui attrape la lumière juste superbement. C'est notamment le cadran qui a le plus haut relief de tous nos cadrans texturés. Ça, c'est assez impressionnant à voir en vrai. Et puis cette White Birch, elle sort courant 2021. Elle remporte donc le prix de la montre d'homme de l'année, hein, au Grand Prix d'horlogerie de Genève, là, en 2021. On est très fiers de cette récompense. Elle a gagné il y a quelques jours, quelques semaines, le Red Dot Award également en Allemagne, qui est une récompense qui n'est pas propre à l'horlogerie, mais qui est tout de même très important, très design également, le design un peu industriel de marque. On est très fiers de cela également, toujours pour la même pièce. Donc ça, c'était la White Birch. Elle est sortie donc l'an dernier en 2021 sur un mouvement High-Beat 36000, hein, notre nouvelle génération. Et puis en février, donc, on a dévoilé une version Spring Drive de cette pièce-là, avec quelques menus différences. Le cadran est lui bien différent. C'est vraiment deux visions des forêts de bouleaux qui s'affrontent, hein. Peut-être probablement d'ailleurs les bouleaux du Nord qui ne sont pas tout à fait les bouleaux du Sud. On vous a dit que c'était très poétique, hein, avec toujours. Deux types de bouleaux. Et un cadran qui va être légèrement plus argenté au nord, plus blanc pour la version Spring Drive. Donc ça, on sort ça en février. Et puis ça a été l'occasion finalement, donc cette SLGA 009, d'apporter également plus de corps à cette collection et de lui offrir une collection dédiée à ce nouveau design. On avait jusque-là 3 collections principales, hein, élégance, héritage, sport. Et on vient ajouter cette collection Évolution 9, donc qui va rassembler les pièces qui sont issues de ce même design. Ça, c'est donc février, et puis comme tu le mentionnais, hein, arrive le salon Watches and Wonders. On est plutôt fiers d'y participer. On a la chance de dévoiler Kodo, hein, notre tourbillon à force constante, dont on est très fiers. Une pièce joaillière également, limitée à 5 exemplaires, mue par un calibre Spring Drive. Et puis, probablement l'une des plus grandes annonces également de notre côté, cette collection Évolution 9 qui va s'étendre sur des domaines plus sportifs, avec l'arrivée de 5 nouvelles pièces. Et ça, c'est vraiment la particularité de cette collection Évolution 9. Je disais, jusque-là, on avait donc ces 3 collections, élégance, héritage, sport, une collection masterpiece également, mais on va dire pour les plus standards, c'était ces 3-là. Et qui parlaient quand même plus ou moins pour elles-mêmes. On avait des bornes assez claires sur les 3. Élégance, on avait des pièces assez rondes, très simples, relativement fines, avec la plupart des bracelets cuir. Là encore, le élégance parle assez bien. Héritage, des pièces qui, comme on le mentionne aujourd'hui, qui héritaient leur style du style Grand Seiko, hein, des années 60. On va retrouver des déclinaisons de la 44GS, de la 62GS. C'est également le cas de la Snowflake, par exemple, ce genre de pièces. La plupart sur bracelet métal. Et la collection sport qui, évidemment, parlait très bien pour elle-même. Avec l'arrivée de ces 5 nouvelles pièces pour la collection Évolution 9, plus sportive que ne l'est, par exemple, la White Birch, on va avoir deux GMT, 2 chronos et une plongeuse. On vient quelque part apporter un peu de polyvalence pour la première fois à une collection, et c'est pour ça qu'il est intéressant effectivement de se pencher sur cette collection. Ça va être la toute première fois pour Grand Seiko qu'on va avoir 2 domaines différents dans la même collection. C'est pas quelque chose
d'exceptionnel hein, pour beaucoup de maisons, sous un même nom, de marier différents types de pièces. Hein. Alors on ne citera personne, mais je pense qu'on en connaît plein de ce côté-là. Pour Grand Seiko, c'est une première, et je pense que c'est là l'intérêt d'en discuter aujourd'hui, véritablement. Ces 5 nouvelles pièces, elles gardent les codes du design d'Evolution 9, donc cette lisibilité accrue. On va d'ailleurs avoir un peu les mêmes index, un peu les mêmes aiguilles. Ils vont cette fois-ci néanmoins être agrémentés de LumiBright, hein, la matière luminescente propre à Grand Seiko. On va se retrouver sur 5 pièces qui sont réalisées en titane haute intensité, l'un de nos alliages maison, afin de garantir le confort au porté. On va venir garder quelque part le design d'Evolution 9 tout en ajoutant un protège-couronne. Ça, c'était vraiment important pour garder quelque part la sécurité de la couronne dans des conditions plus sportives. Et puis voilà, quelque chose de plus sportif. Donc comme je te le disais, c'est 2 GMT avec une lunette fixe, avec une toute nouvelle police également qui a été développée pour cette collection. 2 chronographes dont on a déjà sorti l'un des premiers modèles en édition limitée, un bleu avec une lunette recouverte d'un insert en saphir bleu, superbe. Super, saphir, super. C'est magnifique. Non, on gardera. Non, pas cool. Cette histoire de protège-couronne, cette histoire de nouvelles typos, est-ce que c'est quelque chose qui est propre à Evolution 9 ou c'est quelque chose qui est propre à cette collection dans Evolution 9? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le futur dans la collection, ou c'est juste pour ces montres-là, pour ces nouveautés 2022, qu'on va avoir ces points de détail? Alors aujourd'hui, c'est vraiment pour ces 5 pièces. Il n'est évidemment pas exclu que l'on dévoile des nouvelles pièces qui seront plus empreintes de ce côté sportif et qui apparaîtront toujours dans la collection Evolution 9 plus tard. De la même manière, on parle de collection Evolution 9, elles n'ont pas encore véritablement de sous-collection définie. Hein. C'est vraiment, elles sont toutes quelque part de la même famille. Mais ce protège-couronne, effectivement, ça va être plus un marqueur de cette version plus sportive. La couronne elle-même a des rainures plus profondes et moins fréquentes pour permettre une meilleure accroche également. Des éléments qui sont somme toute assez traditionnels quand on réfléchit à l'horlogerie. Mais véritablement, chez Grand Seiko, ce que ça apporte pour des pièces plus sportives, c'est vraiment le design Grand Seiko à des pièces sportives. On avait déjà, donc je te le dis, une collection sport, mais qui était très axée sur des pièces qui étaient relativement arrondies, qui étaient finalement peut-être légèrement éloignées de ce que sont les pièces Grand Seiko traditionnelles, hein, la 44GS, la 62GS, ces angles vifs, ce polissage Jaratsu, ces surfaces sans distorsion, parce que c'est véritablement ça, hein, le polissage Jaratsu, ce reflet sans distorsion de l'image. Et je pense qu'avec Evolution 9, hein, ces 5 pièces qui sont dévoilées, on apporte une dimension beaucoup plus Grand Seiko à nos pièces sportives. Et ça, c'est vraiment bienvenu, véritablement dans la collection. On a eu de très bons retours donc, sur les 2 pièces GMT, donc le cadran noir, le cadran qu'on va appeler Mist Flake, ce cadran texturé qui reprend donc un peu la poésie, en l'occurrence, est à retrouver du côté des brumes matinales entre les montagnes de Shinshu, hein, où est fabriquée la pièce. Et donc ces 2 chronographes, comme je te le disais, donc avec la lunette en verre saphir bleu qui est superbe, la lunette GMT bidirectionnelle, et puis cette dernière pièce, la plongeuse, qui se part. On reste toujours très prudent quand il s'agit d'une plongeuse, il faut toujours répondre à des normes, c'est toujours important. On a quand même ajouté un peu de cette poésie sur la plongeuse, donc la SLGA 015, en ajoutant ce cadran texturé qui reprend en fait la sémantique de Kuroshio, qui est en fait le Black Stream, le courant noir qui borde les côtes du Japon. Un méchant courant, effectivement, j'ai appris à le connaître, hein, je t'avoue que je ne le connaissais pas de prime abord, mais l'un des courants a priori les plus importants de la planète. Et c'est vraiment ça, un peu la violence de ces vagues qui est représentée sur le cadran avec ces déclinaisons de noir, hein, quelque part, et ça en fait une plongeuse qui est absolument superbe, qui est équipée donc, de notre tout dernier mouvement Spring Drive 9RA5 cette fois-ci, donc avec la réserve de marche côté cadran, 120 heures de réserve de marche. Et ces 5 pièces, toujours pour répondre aux impératifs de Evolution 9, sont plus fines que ne l'était quelque part leur comparaison dans les collections précédentes, dans la collection sport précédemment. Vraiment, l'intérêt d'Evolution 9, ça va être ce nouveau visage pour des pièces polyvalentes, que sont la White Birch, que sont la SLGA 007, l'édition limitée qu'on a sortie l'an dernier avec ce cadran bleu qui reprenait les ridules du lac Soua et qui a très très bien été accueilli également, hein, par les amateurs. Et puis voilà, ces pièces sportives qui les rejoignent, non sans partager quelque part les mêmes codes, tout en les adaptant à un domaine plus sportif, effectivement. D'accord, très bien. Bon, en fait, en gros, c'est une évolution logique, cohérente,
qui permet aussi pour vous d'aller chercher sur des territoires qui n'étaient pas forcément explorés jusque-là. On parle toujours de nuances chez Conseiko, mais là on va pousser juste un peu plus loin avec davantage de sportivité en rajoutant quelques éléments cohérents pour, comme tu disais, par exemple l'appréhension de la couronne plus simple, et ensuite évidemment toujours avec la même poésie japonaise que l'on peut lire sur les cadrans. Donc oui, ça fait sens finalement pour l'instant, quoi. Et sans dévoiler de très grands secrets, est-ce que tu sais un peu, alors cette année ou l'année prochaine, quels vont être les points importants? Je ne parle pas de stratégie, je parle vraiment de visage, de design. Peut-être que tu n'as pas, rien le droit de dire et je le comprendrai totalement. Est-ce que tu as peut-être quelques petits éléments, quelques petits chemins pour les gens qui nous regardent et pour moi aussi? Alors, cette année, donc, comme tu le sais, on aime beaucoup dans l'horlogerie fêter les anniversaires. C'est toujours l'occasion de dévoiler quelques jolies éditions. On a commencé en début d'année à dévoiler quelques éditions limitées de la 44GS. On va continuer cette année, évidemment. Le 1er juillet apparaît donc la SBGP 017, qui est une très jolie pièce avec ce cadran texturé bleu. Voilà, un modèle en édition limitée avec un quartz qui est mieux réglé. Fond saphir, c'est vraiment une très belle pièce qui a été très bien accueillie également depuis qu'on l'a dévoilée sur les réseaux. Donc on va continuer à avoir quelques modèles de ce côté-ci. De la même manière, la collection Evolution 9 va s'enrichir. On a dévoilé déjà en début d'année et elle va être disponible à partir de l'automne, ce qu'on va appeler la Green Birch. Donc on avait la White Birch l'an dernier. On va apporter une déclinaison dans un vert sapin qui est absolument superbe, ce qui apporte également une variation un peu plus cadran sombre. Voilà, tout le monde n'aime pas les cadrans clairs. C'est une très très jolie pièce pour avoir eu l'occasion de la voir en vrai. Comme beaucoup de grands Seiko, il faut la voir en vrai pour lui rendre justice. Les photos sont toujours, ne rendent jamais assez justice au cadran grand Seiko. Donc on va continuer dans cette direction. Aujourd'hui, j'avoue que je ne suis pas en mesure de connaître plus d'évolution pour en tout cas les pièces plus sportives de la collection Evolution 9. On a commencé donc avec ce chronographe, SBGC 249, qu'on a sorti il y a quelques semaines de cela, qui fonctionne très bien, très honnêtement. Je pense que ce nouveau design a vraiment été très bien accueilli par les amateurs de la maison. Je pense que le fait qu'ils partagent tant du design grand Seiko, véritablement, quand bien même c'est un design qui est nouveau, on retrouve toujours, comme tu le disais, les codes quand même des années 60, et notamment ces angles vifs, ce polissage Jaratsu. Et également sur ce chronographe, des poussoirs, on ne va pas se mentir, qui sont moins proéminents que l'étaient les poussoirs de nos pièces précédentes, qui avaient tout à fait leur place, puisque le premier chronographe qu'on a sorti chez GS en 2007 avait des poussoirs assez proéminents pour rappeler ceux qui étaient utilisés donc, en 1964 notamment, pour chronométrer les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc il y avait cet héritage, malgré tout, effectivement, ces poussoirs, ces faissoirs étaient... En plus, il n'y a pas de protège-couronne, donc ils dépassaient véritablement du boîtier. Là, on a des poussoirs qui sont redessinés également. Toute la pièce a été redessinée et je pense que ça permet d'accueillir très bien cette pièce. Donc au 1er juillet sortent les deux suivantes, donc les deux GMT, le cadran noir, le cadran Miss Flake, donc SBGE 283, SBGE 285. Et puis, courant août, sortira donc la pièce plongeuse, donc avec ce cadran noir, ce cadran Ushio, et puis suivi par donc, le chronographe, cette fois-ci en édition non limitée, en livret entièrement noir, et qui sortira à la rentrée, donc en septembre. Je vais dire heureusement que c'est là pour parler des références, parce que même si j'en connais quelques-unes évidemment qui sont importantes, je n'ai pas tous les SBG J 249, 247, Alors, etc. Effectivement, j'ai l'avantage de travailler pour la maison. Ça vient plutôt vite. Évidemment, quand on commence à travailler sur plus de marques, c'est peut-être un peu plus compliqué. La maison, dans les dernières années, a commencé à introduire sa propre poésie, ses propres surnoms à ses pièces. Ça, c'est vraiment intéressant. Je parlais d'Ushio, Miss Flake, les cadrans donnent souvent le nom à la pièce, les White Birch qui sont sortis. Ça participe effectivement de peut-être une meilleure entente de la maison aussi, de la part des amateurs. Ça c'est génial. Et puis ce qui importe, c'est pas tant quelque part la référence, c'est de la passer au poignet, que ce soit en boutique, que ce soit chez un ami, chez l'un de nos partenaires, et finalement de se rendre compte de la qualité de la pièce, de la manufacture. Une fois de plus, Conseiko était toujours aujourd'hui une manufacture parfaitement intégrée, jusqu'aux cristaux de quartz que l'on réalise in-house, on les réalise, on les fait vieillir. Et je pense que tout ça se ressent sur nos pièces, et Evolution 9 ne fera pas exception à cela. Donc voilà, vous l'aurez compris, maintenant la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est d'aller essayer les montres, parce qu'en effet, ce qui est très très important aussi, vous allez voir dans cette vidéo des montres de la collection Evolution 9,
mais le but c'est d'aller aussi passer les pièces au poignet. Alors à Paris pour ça vous avez évidemment la boutique de la place Vendôme, la boutique Grand Seiko, mais vous avez aussi une myriade de très sympathiques distributeurs à Paris et en France pour aller les passer, donc n'hésitez surtout pas. En tout cas, merci beaucoup Cyril, c'était un plaisir de te recevoir ici. Je pense que tu as apporté beaucoup de lumière sur les gens qui étaient peut-être perdus, ceux qui ne connaissaient pas la marque et même ceux qui, à mon avis, connaissaient très bien la marque déjà. Donc voilà, à nouveau, merci beaucoup et puis plaisir de te retrouver ici pour Évolution 10, on verra l'année prochaine. Exactement. Merci beaucoup. Non, je t'en prie. Merci à toi de m'avoir accueilli aujourd'hui et puis d'avoir eu l'occasion effectivement d'expliquer cette collection et puis un peu la maison. C'est notre mission aussi. Donc voilà, c'était tout aujourd'hui pour l'explication. On a levé le voile sur ce qu'était Grand Seiko, ce qu'était la grammaire du design chez Grand Seiko et la très récente collection Évolution 9. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, évidemment ça fait toujours du bien. Et on se retrouve très prochainement, j'espère, pour davantage de poésie, même si ça semble inconcevable. Voilà, merci beaucoup.